Lorsqu'on aborde la nature des animaux sauvages, il est courant que les humains aient tendance à sous-estimer leurs capacités. Vous pourriez élever un hippopotame dès son premier jour de vie, mais il n'en reste pas moins qu'il pourrait vous mordre si l'occasion se présentait. Les lions ne sont pas différents dans ce sens. Même un groupe de lions qui serait en contact avec les humains depuis sa formation n'hésiterait pas à attaquer tout ce qu'il trouverait étrange ou menaçant. C'est une vérité que Samantha Diaz allait découvrir de la pire des manières. À l'époque où Instagram commençait à prendre de l'ampleur, autour de 2012 à 2013, Samantha était fascinée par l'application et se mit à enregistrer sa vie religieusement, quelle que soit l'activité qu'elle menait. Certains auraient pu appeler cela une addiction, d'autres un mode de vie selon la personne à qui l'on posait la question. En plus d'être une des premières influenceuses, Samantha adorait voyager, parfois pour affaires, mais principalement pour le plaisir. Que ce soit dans des lieux exotiques ou lors de simples déplacements à travers les États-Unis, ces voyages étaient fréquents. Samantha avait un assistant nommé Frank, qui veillait à tout organiser et s'assurer qu'elle respectait son emploi du temps. En dehors de sa vie virtuelle, elle travaillait également comme mannequin de mode international, ce qui lui imposait de la ponctualité et une organisation impeccable pour ne pas empiéter sur ses activités. Après avoir obtenu 2 semaines de repos entre 2 défilés, elle décida d'entreprendre un voyage qu'elle attendait avec impatience, un voyage au Zimbabwe. Des amis lui avaient parlé de tout ce qu'elle pourrait voir en Afrique, en insistant particulièrement sur la majesté de voir des lions et autres prédateurs dans leur habitat naturel. Emportée par l'idée de vivre une expérience unique, elle savourait chaque instant de la préparation du voyage et avant longtemps, tout était organisé pour son départ, qu'elle entreprit avec son assistant Frank. Les deux étaient des amis de longue date et avaient l'habitude de partir en voyage ensemble, bien que ce séjour en Afrique fût bien plus luxueux que leurs escapades habituelles. Le vol, d'une durée de plus de 20 heures, fut épuisant, d'autant plus que les turbulences ne cessèrent de les secouer tout au long du trajet, ce qui les mit tous deux sur les nerfs. Ils arrivèrent à destination au milieu de la nuit et allèrent immédiatement à leur logement pour se reposer après ce long périple. Le lendemain, ils passèrent la journée à se promener dans Bulawayo, filmant de courtes vidéos pour tenir les fans de Samantha informés et réservèrent une place pour une promenade dans la nature dans la ville de Hwange. Après une belle journée dans cette ville pittoresque, ils se couchèrent pour la nuit et prirent un autocar pour Hwange, tôt le matin. Hwange était une petite ville modeste et chaleureuse où ils trouvèrent sans difficulté les guides pour le parc national de Hwange. Ces derniers proposaient une visite guidée au cœur du parc, avec un départ prévu en début d'après-midi. Ce qui arrangeait bien Samantha et Frank, désireux de se reposer un peu du trajet en bus. Quelques heures plus tard, ils étaient prêts à partir avec d'autres touristes ayant également réservé pour cette visite. Bien que cette excursion fût censée se faire à pied, les guides décidèrent de la faire en jeep car il y avait beaucoup de participants et ils voulaient garantir la sécurité de chacun. Le trajet prit environ 30 minutes avant qu'ils n'atteignent une zone où l'un des plus vieux clans de lions se rassemblait pour se reposer et se nourrir. En s'approchant de l'endroit, les guides expliquèrent que la photographie était autorisée et insistèrent sur le fait de rester calme en présence des lions. Les jeeps furent garés à une trentaine de pieds des lions, ce qui ne dérangeait pas les animaux habitués aux visites guidées régulières. Samantha, ébahie par l'imposante taille de certains lions mâles et par la taille comparable des femelles, lesquelles étaient responsables de la chasse, était captivée par la scène. Le clan comprenait environ 15 lions, des jeunes lionceaux aux femelles en passant par 2 mâles imposants qui dirigeaient le groupe. Le guide descendit de la jeep et s'approcha des lions, qu'il connaissait bien pour les avoir vus récemment rassasiés. Il se mit à nommer chacun d'eux, des mâles jusqu'aux lionceaux. Voyant une occasion en or pour son profil, Samantha se leva de l'intérieur de la jeep, s'assit sur la rambarde surplombant les autres touristes et se mit à parler haut et fort de sa chance d'être parmi les animaux les plus dangereux de la planète. Comme si une ironie cosmique s'était invitée, elle glissa soudainement de son siège et tomba au sol. En se réceptionnant, elle se tordit la cheville et poussa un cri qui attira l'attention de tout le clan de lions. Les mâles restèrent allongés, mais les femelles, agitées, se redressèrent immédiatement, l'une d'elles prenant une posture menaçante. Le guide se détourna rapidement des lions pour aller aider Samantha, mais commit une erreur fatale en tournant le dos à la lionne qui, détournant son attention vers lui, bondit sur lui et le fit tomber. Une deuxième lionne se dirigea alors vers Samantha. Un autre guide, tentant de secourir son collègue, usa de gaz poivré, mais personne n'était là pour aider la pauvre Samantha. Ses gémissements dus à sa cheville foulée se transformèrent en cris perçants lorsque la lionne commença à la griffer et à la mordre à la jambe, tentant de l'éloigner de la jeep et de l'attirer vers le reste du clan.
Samantha tenta de repousser l'animal à coups de pied, mais c'était peine perdue. La bête était bien trop puissante et avant longtemps, elle était traînée de force vers les lions qui l'attendaient. Malgré ses efforts pour agripper l'herbe de la savane et enfoncer ses doigts dans la terre, la douleur insupportable et le sang qui coulait rendaient toute résistance impossible. Les autres touristes étaient choqués. Certains hurlaient, d'autres regardaient la scène avec stupeur. Le premier guide, attaqué par le lion, gisait au sol, immobile, malgré une boîte entière de gaz poivré vidée sur l'animal, qui continuait de le mordre à la gorge, l'étouffant dans son propre sang. Le second guide recula et retourna à la Jeep, comprenant que s'approcher des lions signifierait une mort certaine et que Samantha était trop profondément dans leur territoire pour être sauvée. Il n'avait pas prévu d'apporter de fusil car il s'agissait de la 20e visite de ce même groupe de lions et jamais un tel incident ne s'était produit auparavant. Le guide sauta dans la Jeep et demanda aux touristes de l'autre véhicule de se transférer dans celle qu'il conduisait afin qu'ils puissent partir au plus vite. Certains, dont Frank, s'opposaient à l'idée d'abandonner Samantha, mais la voix autoritaire du guide les convainquit et ils montèrent rapidement dans l'autre Jeep, se serrant entre eux, tandis que certains suivaient le destin de Samantha avec le souffle suspendu. Samantha continuait de hurler tandis qu'elle était traînée vers le groupe de lions, et bientôt, un lion se leva, puis un autre, et encore un autre. Les lions se tenaient prêts, leurs babines dégoulinant de salive, et l'instant d'après, ils se ruèrent tous sur Samantha, la déchiquetant sans pitié. Ses cris, déchirants et glaçants, s'éteignirent rapidement, emportant à jamais sa vie. Frank, incapable de supporter la scène, s'évanouit pour ne se réveiller que lorsqu'ils furent de retour au siège du parc, où l'on adressa les touristes et où des explications furent données. Bien qu'une action en justice fût envisageable, Frank, engourdi par la douleur, ne pensait qu'à rentrer chez lui et affronter la tâche difficile d'informer la famille de Samantha. 2 jours plus tard, il était sur un vol pour Chicago, sombre et accablé de tristesse. L'histoire suivante concerne le destin tragique d'un jeune homme nommé Darsh Iyer, originaire du Gujarat en Inde, et de son groupe d'amis qui ont pris la malheureuse décision de voler la voiture des parents de l'un d'eux pour faire une virée alcoolisée de leur ville natale, Bogat, jusqu'aux abords de Sassangir, un parc national abritant une grande variété d'animaux allant des pangolins aux lions. C'était l'après-midi du 2 avril 2003, et Darsh, âgé de seulement 17 ans, s'ennuyait profondément chez lui, sans trop savoir comment occuper son temps. Après avoir réfléchi un moment, il décida de contacter ses amis pour se retrouver à un de leurs points de rendez-vous habituels, un vieux bâtiment de gare où il traînait souvent, parlait aux autres jeunes présents et tentait, bien que sans succès, d'approcher des filles. Après un certain temps, ils commencèrent à se lasser de leur occupation et Jai, un des amis de Darsh, proposa une idée qui allait changer leur destin. Il suggéra aux 4 amis d'aller faire une balade en voiture jusqu'au parc national de Sassangir, situé non loin de là, où ils pourraient traverser les bois et tenter de voir quelques animaux sauvages. Ils avaient déjà bu une bonne partie d'une bouteille de gin McDowell's et leur excitation montait, les rendant plus enclins à accepter des décisions impulsives. Sans trop de réflexion, ils se dirigèrent ensemble vers la maison de Jai. Ce dernier entra discrètement et s'empara des clés de la voiture de son père, puis ils firent sortir la vieille Honda poussiéreuse du garage pour la lancer sur la route. La distance entre Bogat et Sassangir était d'environ 20 minutes en voiture, et les adolescents étaient impatients de commencer leur exploration alors que le jour commençait à décliner. Ils avaient l'intention de rentrer durant la nuit. En arrivant près de Sassangir, ils quittèrent la ville principale et prirent un chemin de terre accidenté. Une piste empruntée généralement pour les visites guidées où les visiteurs pouvaient observer les animaux dans leur habitat naturel. La route était chaoteuse, la visibilité devenait de plus en plus difficile à mesure que la nuit tombait, mais ils continuèrent de chanter et de jouer avec les phares, espérant apercevoir quelque chose d'inhabituel. L'excitation gagna Jai, qui accéléra dangereusement en prenant des virages serrés beaucoup plus vite qu'il ne l'aurait dû, ce qui commença à inquiéter les autres passagers. Le compteur de vitesse grimpait sans cesse jusqu'à ce que la voiture roule bien trop vite pour un conducteur jeune et inexpérimenté. Perte de contrôle inévitable, la voiture dérapa et quitta la route, atterrissant de plein fouet sur son pare-choc avant et s'écrasant de côté contre un arbre, pliant la carrosserie de manière irréversible. Arjun, assis à l'arrière et subissant l'impact principal, perdit la vie sur le coup. Darsh, qui se trouvait sur le siège passager, subit une commotion et quelques coupures, tandis que Jai s'en sortit indemne. Leur 4e ami, Kabir, se fractura l'épaule, ébranlé, les 3 survivants étaient sous le choc. En observant autour de lui pour évaluer les dégâts, Darsh aperçut avec horreur le corps sans vie de son ami Arjun et poussa un cri déchirant.
En panique, il sortit de la voiture et aida les autres à en sortir pour qu'ils puissent réfléchir à ce qu'ils allaient leur faire. Essoufflés et paniqués, la tension montait à chaque instant. Ils étaient ivres, blessés, et chaque mot échangé ne faisait qu'amplifier leur panique. Une seule solution semblait alors logique. Ils devaient abandonner la voiture et courir jusqu'à la première maison qu'ils trouveraient pour demander de l'aide, en utilisant le chemin comme repère. Mais alors qu'ils prenaient cette décision, ils entendirent un craquement dans les buissons derrière l'arbre contre lequel leur voiture s'était écrasée. Leur inquiétude se transforma en terreur pure lorsqu'ils réalisèrent ce qui se passait. Le mélange de bruit et d'odeur de sang avait attiré un lion affamé et imposant avec une crinière massive. Darsh fut le premier à réagir, tirant ses amis par leurs vêtements pour les faire reculer légèrement, alors que le fauve s'avançait, la langue pendante, l'air avide de chair fraîche. Soudain, sans avertissement, la bête se mit à courir. En quelques secondes, elle franchit les 6 mètres qui la séparaient des jeunes et bondit, saisissant la première proie à sa portée, Kabir. Le jeune homme n'eut aucune chance face à la puissance du lion, qui pesait de tout son poids sur lui pour l'immobiliser, enfonçant ses crocs directement dans sa gorge. Le sang jaillit de la gueule du lion comme une fontaine, tandis que les autres garçons, pris de terreur, tournèrent les talons et s'enfuirent à toutes jambes, descendant le sentier aussi vite qu'ils le pouvaient. Le lion les prit en chasse un instant, mais retourna vite vers sa proie lorsqu'il comprit qu'il ne représentait pas de danger. Darsh et Jai continuèrent de courir sans s'arrêter jusqu'à ce qu'ils atteignent une maison à plusieurs kilomètres de là. Les habitants, stupéfaits de voir les jeunes hommes ensanglantés, désespérés, frappant à leur porte, les accueillirent et écoutèrent leurs récits bouleversants de lions et d'amis morts. Par chance, le propriétaire de la maison était médecin et put s'occuper de leurs blessures, bien qu'aucun d'eux ne parvint à dormir, hanté par les horreurs qu'ils venaient de vivre. Le lendemain matin, Darsh et Jai insistèrent pour que les habitants appellent les autorités, ce qu'ils firent sans tarder. Une équipe de recherche fut envoyée pour retrouver la voiture et les corps des garçons. Darsh les accompagna pour indiquer le lieu de l'accident. Le jeune homme tremblait en revisitant la scène du drame, et lorsqu'ils retrouvèrent le véhicule, la seule trace de ses amis disparus était le sang, les viscères et des empreintes de pattes massives dans la boue autour du site. Les semaines qui suivirent, les gardes forestiers passèrent de longues heures à traquer le lion qui avait attaqué les jeunes, et ils finirent par le retrouver à 80 km du lieu de l'accident, aux côtés de sa troupe. Pourquoi le fauve s'était-il éloigné de ses terrains de chasse habituels? Nul ne put le dire. Les corps des 2 garçons disparus ne furent jamais retrouvés. Quant aux 2 survivants, ils furent placés en détention juvénile pour conduite en état d'ivresse, vol, mise en danger de la vie d'autrui et intrusion dans le parc en dehors des heures autorisées. Les familles de Kabir et d'Arjun furent dévastées et ne se remirent jamais de la perte de leur fils. Rongé par la culpabilité, convaincu que l'idée de cette escapade lui appartenait, Jai mit fin à ses jours peu après. Les autorités renforcèrent les mesures de sécurité autour de la ville, tant pour protéger le parc national que pour éviter que d'autres ne se hasardent là où ils ne devraient pas. Notre 3e et dernière histoire aborde la pratique moralement ambiguë de la chasse d'animaux dans leur habitat naturel, une activité qui peut être jugée généralement acceptable tant que la personne reste dans les limites légales, mais qui devient inexcusable si la personne concernée est un braconnier. Eddie Cole était un chasseur de gros gibier actif dans les années 70, arpentant diverses réserves africaines, tout en évitant constamment la loi et les gardes forestiers, dont le rôle était de maintenir l'équilibre des populations animales. Bien qu'Eddie Cole n'ait jamais été pris directement en flagrant délit, son mode de vie et ses comportements risqués face à la nature sauvage ont fait en sorte qu'il finisse par en payer le prix ultime. Au cours de l'été 1973, Eddie Cole se lança dans une expédition vers le Serengeti, partant de sa ville natale de Donegal en Irlande. Ce voyage fut organisé avec ses amis chasseurs avec qui il avait voyagé durant plus d'1 décennie. Le Serengeti est l'un des plus grands parcs nationaux au monde, s'étendant sur une immense superficie de 5700 miles carrés, peuplée de toutes sortes de bêtes sauvages. Cette perspective était particulièrement alléchante pour Eddie et ses 5 amis qui se réjouissaient à l'idée de pouvoir abattre un nouveau trophée. Ils utilisèrent la même Jeep qui les avait conduits jusqu'au parc pour franchir le fil de fer barbelé récemment installé par les gardes du parc, marquant le début de leur chasse. La journée était calme jusqu'à ce qu'ils atteignent l'un des célèbres terrains de chasse aux lions du parc national. À leur arrivée, ils remarquèrent des signes d'une chasse récente au lion, avec des traces de poussière, de sang et de viscères éparpillés sur le sol. Ils suivirent ces indices jusqu'à atteindre une clairière sur une plaine bordée d'une ligne d'arbres,
idéal pour épier les lions. Ils garèrent la Jeep et le recouvrirent d'une toile beige pour se fondre dans l'environnement. Se cachant parmi les buissons et les arbres, ils patientèrent en espérant voir les lions approcher. Grâce à un guide de braconnage et à des rumeurs, ils savaient que les lions fréquentaient cette zone, et ils étaient donc confiants d'en apercevoir quelques-uns à un moment donné. Eddie et ses amis s'engagèrent dans des échanges amicaux et des discussions, tandis que les heures passaient rapidement. Finalement, l'un d'eux remarqua quelque chose à l'horizon. C'était une fierté de lion, au moins 20 au total, dont 2 magnifiques mâles dominant l'ensemble de la troupe. L'excitation monta d'un cran alors qu'ils communiquaient par chuchotements urgents et anticipaient leur future surprise. Bien que cela prenne un certain temps pour que la fierté s'approche d'eux, ils finirent par se rapprocher et le mâle prisé, plus grand que les autres, se présenta pour un tir parfait. Eddie avait l'honneur de tirer le coup fatal et en un instant, le lion s'élança, blessé, tentant de fuir. Son échappée fut de courte durée, car il trébucha et tomba à moins de 6 mètres de sa position initiale. Ils se réjouirent et poussèrent des cris de triomphe alors que le souffle de l'un des animaux les plus majestueux au monde s'échappait de son corps. Eddie, audacieux et exubérant à l'extrême, s'avança immédiatement hors des buissons pour se diriger vers sa proie, mais il s'arrêta net dans son élan lorsque tous entendirent un bruit rythmique autour d'eux. Eddie se retourna juste à temps pour voir une seconde fierté de lion, plus petite, se précipiter vers eux. L'un des hommes se mit à courir vers la Jeep et réussit à se faufiler à l'intérieur juste avant que deux lionnes n'arrivent vers le dernier homme qui restait. L'homme dans la Jeep aperçut alors Eddie Cole se tenant sur une petite crête surplombant la plaine, figé dans un silence stupéfait en observant les bêtes. Il vit également un grand mâle jaillir des buissons, de là où Eddie était sorti pour le faire tomber au sol, mordant dans le dos de son cou et déchirant sa peau pour exposer sa colonne vertébrale. Malgré son allure bourrue de quadragénaire, Eddie poussa un cri perçant de choc et de douleur avant que la seconde morsure ne lui broie la colonne vertébrale et ne lui ôte la vie. Les lions étaient affamés et peu après, il ne restait plus rien des chasseurs, si ce n'est du sang et des entrailles répandus sur le sol alors qu'ils s'étendaient pour ne plus jamais se relever. L'homme dans la Jeep, incrédule face à cette scène horrifiante, ressentit une poussée d'adrénaline qui le poussa à se glisser vers le siège du conducteur et à démarrer le véhicule, s'éloignant rapidement. Il fut néanmoins intercepté par les gardes du parc lorsqu'il atteignit l'entrée qu'ils avaient forcée dans la clôture du parc national. Les gardes remarquèrent les dégâts infligés à la clôture et commencèrent à faire des réparations lorsque, dans sa précipitation, le chasseur heurta à nouveau la clôture. Il raconta alors comment ses amis avaient péri et fut conduit au quartier général du parc national pour de plus amples interrogations. Cet homme fut condamné à 18 ans de prison pour l'abattage illégal d'une espèce en danger et pour intrusion sur des terres de parc. Les restes des autres hommes étaient minimes et rien n'aurait pu être sauvé à part l'équipement et les souvenirs qu'ils avaient sur eux.